Je vous présente Carole Arnaud de la société Dolibo qui va vous présenter un retour d'expérience d'introduction de Dolibar en entreprise. Merci. Donc, a priori, ça marche bien. J'ai pu expérimenter en tant que... Oui, nickel. Donc, merci d'être là en cette fin de journée et fin de conférence de 2 jours. Et donc, je vais vous présenter un petit retour d'expérience de notre utilisation de Dolibar depuis 15 ans en entreprise. L'idée, c'est de partager à la fois sur les difficultés qu'on a pu rencontrer face aux choix qu'on a pu faire au cours des années, mais aussi les satisfactions et les réussites d'avoir choisi un logiciel open source pour notre ERP. Donc très rapidement, ça va parler de Dolibar. Donc Dolibar, c'est un ERP open source. Je ne vais pas en dire beaucoup, si ce n'est que donc il existe depuis 2005 en version communautaire. 2011, il supporte PostgreSQL. On verra que ça a une importance pour la suite de ce que je vais vous raconter. Donc c'est un ERP qui permet de gérer propositions commerciales, factures, tout ce qui permet de gérer de façon centralisée les données d'une entreprise, qui est développé en PHP et en licence GPL3. J'ai mis les informations du projet. Donc je vais vous parler de Dolibar à Dalibo. Donc rapidement sur Dalibo, on est une société d'expertise sur PostgreSQL qui existe depuis 2005, qui est une coopérative. Une SCOP, avec aujourd'hui 44 salariés, dont la moitié à peu près sont des associés de la coopérative, avec une forte culture open source. Donc ce n'est pas seulement ce qu'on propose comme service à nos clients, puisqu'on est une société d'expertise sur PostgreSQL, qui est un GBD open source, mais c'est aussi sur les choix qu'on fait en interne, sur les briques de notre SI, où on a fait des choix politique important, stratégique, de baser notre SI que sur des briques open source, auto-hébergées quasi exclusivement. Et puis donc à propos de moi, là aussi très rapidement, donc moi je m'appelle Carole Arnaud, j'ai été, avant d'être à Dalibo, intégratrice de RP, c'est mon ancienne vie. Je suis arrivée à Dalibo en 2014, initialement en tant que chef de projet et service delivery manager. Et depuis 2019, parmi d'autres fonctions que j'ai pu avoir, j'avais la responsabilité du système d'information. C'est dans ce cadre-là que je viens vous présenter ce retour d'expérience aujourd'hui. Et parallèlement à ça, depuis 2022, de façon accessoire, je suis co-gérante élue de la coopérative. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit disclaimer. Donc cette présentation ne va pas être technique parce que je suis ni administratrice de Dolibar, ni développeuse de la solution. Mais ce ne sera pas non plus une présentation de l'usage qu'on en fait et de la partie métier. Donc ça va être un truc un peu entre les deux. C'est vraiment partager sur ce qu'on retient des choix qu'on a pu faire, entre autres en termes d'architecture ou en termes de choix techniques. 20 minutes pour raconter 15 ans, c'est court. Donc j'ai fait des choix de ce dont j'allais parler. Et j'ai forcément dû être un peu restrictive. Puis donc j'en profite pour remercier 2 collègues, puisque moi, au début de l'histoire, je n'étais pas à Dalibo. Et donc je me suis beaucoup appuyée sur Damien, qui a été à l'origine de l'installation de l'application chez Dalibo de Dolibar, et qui l'a administré pendant 10 ans. Et puis ensuite Julien, qui nous a rejoint en 2019 en tant qu'administrateur système et réseau, et qui a pris la suite. Donc voilà, l'histoire, elle commence en 2009. Donc à ce moment-là, Dalibo existe depuis 4 ans. C'est encore une petite structure avec 5 collaborateurs. On commence à avoir une activité de support. Il y a un besoin qui devient plus prégnant de transparence et besoin de démocratie et de transparence était déjà là. Mais du coup, se pose la question de quel outil on peut mettre en place pour permettre cette transparence au sein de l'entreprise. Et donc la solution qui apparaît évidente, c'est de se dire il faudrait un ERP, mais lequel choisir? Donc à ce moment-là, en 2009, il y a 3 ERP qui sont envisagés à Dalibo. On va avoir d'abord TinyERP, qui à ce moment-là est en train de devenir OpenERP, qui depuis est devenu Odoo, Compierre et Dolibar. Qu'est-ce qui a fait que le choix s'est porté vers l'un plutôt que vers l'autre? Sur TinyERP, il y avait des doutes à ce moment-là sur la pérennité du projet et sur le modèle de licence. Avec un éditeur unique, une entreprise unique en tant qu'éditrice. Sur Compierre, c'était un ERP qui semblait beaucoup trop lourd finalement par rapport aux besoins de la structure à cette époque-là. Donc ça a été écarté pour ça. Et puis Dolibar arrivait derrière avec du coup une application modulaire qui avait un intérêt pour pouvoir faire évoluer l'application assez facilement en rajoutant des modules, une communauté horizontale, un code ouvert.
open source complètement. Et puis, en regardant le code, les gens de l'époque, moi je n'étais pas là, le trouvaient finalement accessible et m'ont donné l'image d'une 4L ou d'une 2 chevaux en ayant l'impression que si ça tombait en panne, on pouvait mettre les mains dedans et dépanner. Et donc finalement, c'est Dolibar qui est retenu à ce moment-là pour gérer à l'époque les propositions commerciales, les factures, les notes de frais et les salaires. Et donc voilà, ça commence en 2009, on est aujourd'hui en 2024. Ça commence avec une version 2.7 sur MySQL et 2 environnements auto-hébergés, donc chez nous, jusqu'à aujourd'hui 2024, donc de succession de mise à jour. On est aujourd'hui en version 17 avec plus de 5 environnements et une base de données qui est passée à Postgres depuis. Donc je ne vais pas pouvoir tout vous raconter, mais j'ai fait un petit focus sur certains éléments un peu marquants de cette chronologie-là. Et c'est de ça dont je vais parler maintenant. Donc, comme je disais, 2009, première installation de Dolibar en production à Dalibo. 2013, on passe de MySQL à PostgreSQL pour notre base de données Dolibar sur la base de production. Donc c'était, on va en voir après, un choix qui a fait l'unanimité à l'époque, mais qui pose derrière des problématiques dont je vais parler. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui encore, on a mené des travaux pour interfacer notre ERP avec d'autres briques de notre SI. Donc ça me semble intéressant d'en parler aujourd'hui, justement, pour montrer comment c'est possible et ce qu'on a pu faire et que ça puisse éventuellement donner des idées. On a également fait de nombreux développements de fonctionnalités, soit en interne, avec des ressources de développement qu'on a allouées au sein de Dalibo, mais aussi des développements qu'on a sous-traités en externe à des prestataires extérieurs. On va pouvoir en parler, c'est aussi un point important dans notre expérience de Dolibar. Et puis un dernier point qui a une importance, je pense aussi sur la partie plutôt prestataire, puisque faire le choix d'un outil open source, ça ne se dispense pas d'avoir besoin d'aide. Et donc en 2016 à Dalibo, on a eu la première contractualisation d'un support. Donc ça veut dire qu'avant ça, on avait un Dolibar en production sans prestation de support formelle avec un prestataire identifié. Donc voilà, c'est un peu de tout ça dont je vais vous parler. Et je vais commencer par un des premiers choix de départ quand Dolibar a été installé, qui était le choix de l'auto-hébergement. Alors je ne sais pas si à l'époque, il y avait déjà des offres qui auraient permis de fonctionner autrement. Toujours est-il que c'est un choix qui n'est pas anodin, aujourd'hui encore, puisqu'on continue à avoir en Dolibar en auto-hébergé, puisque le rythme des sorties de version de Dolibar, c'est 2 par an. Donc si on veut suivre ces sorties de version, c'est une charge vraiment non négligeable quand on est soi-même mainteneur de son infrastructure. Il y a aussi la question des environnements, parce qu'en fait, on peut se dire on a juste besoin d'une prod, mais en fait, en pratique, ça ne suffit pas juste une prod. Donc chez nous, on se retrouve à avoir un environnement de production, un labo pour cloner la prod et pouvoir reproduire des bugs, un environnement de recettes, validation, environnement de développement parce qu'on fait des développements nous-mêmes ou on en sous-traite, un environnement qu'on a appelé Edge chez nous qui nous permet d'avoir toujours en visu les développements qui sont en cours par la communauté, donc la prochaine version de Dolibar et pouvoir voir les évolutions à venir. Donc ça fait beaucoup d'environnements à maintenir, à administrer aussi. Donc tout ça, ça fait de la charge qu'on a essayé d'alléger avec un peu d'automatisation, avec Ansible. Donc d'abord des playbooks assez tôt, puis après c'est passé par des collections. Et puis le dernier point qui est important dans ce choix, une conséquence de ce choix d'auto-hébergement qui est une conséquence un peu négative, en tout cas qui est compliquée, c'est que quand on a un prestataire qui fait du support pour nous, en général, pour débugger, ils vont demander à avoir accès à nos bases, à notre Dolibar. Et donc, c'est de pouvoir permettre les accès de façon sécurisée et avec, si possible, de l'anonymisation. Donc, c'est là aussi de la charge en plus. Donc, voilà, l'auto-hébergement, ça a ces contraintes-là. Et c'était, je pense, important de pouvoir les partager. Le deuxième point dont je voulais parler, c'était le choix de PostgreSQL. Donc ça, c'était une évidence quand la communauté Dolibar a indiqué que désormais, Dolibar supporterait Postgres. Dalibo est une entreprise d'expertise sur Postgres. C'était une évidence qu'on devait passer sur Postgres. Donc, il y a eu du temps pour tester, valider tout ça. Mais ça a fait assez consensus au sein de l'entreprise que ça devait passer sur Postgres. Sauf que aujourd'hui encore, Dolibar, il est développé en pensant MySQL. Voilà. C'est d'abord développé pour MySQL et après, on voit comment est-ce qu'on va rendre ça compatible avec Postgres. Il se trouve qu'on
on est très peu d'utilisateurs sous Postgres. On ne sait pas dire combien, mais c'est possible qu'on soit un des rares. Et donc, du coup, on se retrouve à être un peu, en général, sur les mises à jour, un peu les bêta-testeurs. C'est-à-dire qu'on se retrouve à essuyer un peu des plates sur des incompatibilités finalement de Dolibar avec Postgres et à devoir, des fois, même nous-mêmes, proposer des correctifs sur le code SQL. Et puis, un dernier point qui est un peu lié à tout ça aussi, c'est qu'on s'est retrouvé à avoir des soucis de structure de notre base, vraiment, qui nous ont déjà bloqués sur certaines mises à jour, qui ont nécessité donc, de faire intervenir des gens sur notre modèle de données, avec des mises à jour qui étaient partielles, mais qui étaient aussi, entre autres, dues au fait de problématiques de compatibilité avec Postgres. Donc voilà, ce choix qui semblait une évidence à l'époque, pour Dalibo, de passer sur Postgres. Aujourd'hui, si on devait le refaire, on pourrait se reposer la question de est-ce que c'était finalement le meilleur choix. Une dernière chose que je n'ai pas dit, c'est que Dolibar, il est bien parce qu'il est modulaire, donc on peut rajouter de la fonctionnalité en rajoutant des modules, mais qui sont développés là aussi en pensant MySQL. Donc multiplier les modules pour enrichir fonctionnellement son ERP, c'est aussi multiplier les risques quand on est sur Postgres. Donc on est toujours un peu réticent. Quand on va nous dire pour faire ça, il suffit d'installer tel module, oui, mais est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec encore des difficultés du fait que nous, on soit sur Postgres? Donc voilà. Donc ça, c'était sur la partie Postgres. Là, je vais vous parler un peu plus de la partie interface avec les autres pics du SI. En remontant dans le temps, donc au tout début de l'installation Dolibar 2009, au tout début, il y avait historiquement un wiki interne à Dalibo. Un outil, notre ERP qui arrive, et puis quand on se met à faire du support à Dalibo, un outil de ticketing. Donc il y a une petite interface qui se fait très simplement dans le wiki pour aller récupérer des données de l'ERP pour aller les visualiser dans notre wiki. Mais à l'époque, c'était tout simple, c'était juste ça. Et puis en 2013, on décide d'avoir un outil pour faire de l'emailing, des campagnes de mail. Et donc, le besoin d'avoir une interface entre les deux devient nécessaire parce qu'on a nos contacts dans notre ERP. 2014, on met en place des tests fonctionnels à l'époque pour tester vérifier qu'il n'y ait pas de régression aux mises à jour de Dolibar. Donc, j'en parlerai un petit peu après sur qu'est-ce qu'on a choisi, comment on a fait ça. Entre 2015 et 2018, on travaille beaucoup sur de l'interfaçage entre l'ERP et notre outil de ticketing qui initialement était donc complètement indépendant, qu'on verra après, mais que comme on a nos contrats et nos clients d'un côté et puis qu'on retrouve les projets Mantis qui sont liés au contrat de l'autre, les faire parler, ça avait du sens. Et puis la dernière, il y a quand même eu à un moment donné un développement interne, j'en parlerai rapidement, d'une interface web pour nos clients qui permettait un petit peu de faire le lien entre tout ça. Et la dernière brique sur laquelle on a travaillé, alors j'ai mis BI, même si vous allez voir que ce n'est pas un outil de BI à proprement parler, mais c'est pour faire de l'exploitation de données métiers à titre d'analyse et de pilotage, et qui s'est fait en 2021. Donc comment ça a été fait concrètement? Donc, notre plateforme de support, c'est Mantis. Et donc pour cette interface entre Dolibar et Mantis, il y a eu deux côtés. D'un côté, on a utilisé un foreign data wrapper dans la base PostgreSQL de Dolibar pour pouvoir, depuis Dolibar, avoir accès aux données de Mantis. J'espère que je ne perds personne. Et inversement, on a développé des modules Mantis qui permettaient d'avoir sur les projets Mantis des données qui étaient sur les contrats dans Dolibar. C'est bien amusé, mais voilà, comme ça, les gens, ils ont les infos des deux côtés et c'est normalement toujours à jour. Donc ça, c'était pour l'interface entre Dolibar et Mantis. Donc Dalibi, c'est la fameuse interface client qu'on a développée complètement en interne. C'est une interface web pour que les clients puissent nous transmettre des informations, mais ne pas directement devoir accéder à notre ERP, à notre, changer les données dans Mantis, celles auxquelles ils n'étaient pas censés accéder. Alors, le fameux outil de BI qui n'est pas un outil de BI, donc là, c'est là qu'on voit pourquoi c'est pas ça. On utilise Grafana chez Dalibo depuis un certain temps déjà pour la supervision de notre infra et aussi pour la supervision de l'infra de nos clients. Et en fait, on a eu envie, ça nous a semblé naturel de l'utiliser aussi pour pouvoir exploiter des données de nos bases de données métiers. Et donc, on l'utilise aussi pour ça. Et donc, quand on s'est rendu compte que Dolibar, au niveau fonctionnel, ne permettait pas de faire une analyse de chiffre d'affaires avec cutoff comme on en avait besoin, et bien finalement, on l'a fait nous-mêmes, cette analyse-là, via Grafana, avec des tableaux et des graphes. Et donc, ça donne une certaine flexibilité et donc, ça nous permet donc d'être autonome en fait, pour ces tableaux d'analyse.
Et puis sur la partie test, tests fonctionnels, qui aujourd'hui du coup sont vraiment des tests métiers. Initialement, on était parti sur Jenkins, et puis depuis quelques années maintenant, en fait, on est passé sur GitLab CI. Et donc c'est ce qui permet de vérifier la cohérence des données dans notre ERP et d'avoir des alertes régulièrement quand des choses ne sont pas conformes à ce qui devrait être. Donc ça, c'était pour la partie interfaçage avec les autres briques du SI. La partie service et prestataire, donc comme je disais, c'est important quand on choisit un outil, quel qu'il soit, en particulier un outil open source, de penser qu'on va avoir besoin d'accompagnement. En fait, on ne va pas pouvoir se débrouiller tout seul. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au démarrage en 2009, l'écosystème autour de Dolibar, il est encore un peu restreint. Et donc, à ce moment-là, pour tous les besoins, on fait appel à des développeurs indépendants. Ça marche pendant un certain temps, donc que ce soit pour quand on a des bugs, pour corriger un bug, ou pour faire des évolutions fonctionnelles dans l'outil ou dans des modules. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, l'écosystème s'est vraiment enrichi. J'ai compté environ 30 sociétés de services ou indépendants référencés sur le site de Dolibar. Donc il y a un moyen d'avoir plus facilement de l'accompagnement si on démarre aujourd'hui sur Dolibar. Donc, ils vont proposer des prestations d'intégration de la solution, mais aussi du conseil. Donc, ça, c'est bien de l'avoir au début, mais c'est bien même après. En fait, on s'est rendu compte que ça nous servait même aujourd'hui de revenir des fois sur des process et sur des façons d'utiliser l'outil. La partie formation, ça va avec. Donc aujourd'hui, on a encore de temps en temps recours à de la formation sur certaines fonctionnalités. On se rend compte qu'on n'utilise pas forcément au mieux l'outil. Le support et l'assistance, donc chez nous, ça a commencé en 2016. Mais quand on tombe sur un bug, c'est quand même bien d'avoir un interlocuteur qui puisse prendre ça en charge et corriger. Sur la partie développement, donc ça, je vais en parler pas mal après, mais donc les sociétés de services permettent d'enrichir fonctionnellement les fonctionnalités donc de Dolibar via des modules externes ou via des développements dans le cœur. Mais on peut les sous-traiter comme ça aux sociétés de services. Et puis, depuis apparemment quelques années maintenant, donc nous, ce n'est pas un choix qu'on a fait, mais les sociétés de services proposent d'avoir du Dolibar en SaaS, donc hébergé et infogéré. La problématique que ça a derrière, c'est que ces entreprises, elles ont l'habitude d'avoir accès toujours aux infras et aux bases de données pour débugger. Et donc nous, avec notre système, en étant auto-hébergé, avec pas d'accès automatique, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Et donc le dernier point dont je voulais parler, c'était la partie développement et contribution. Donc quand on fait un choix d'un logiciel open source, c'est à la fois pour bénéficier de l'apport de tous, de la communauté, mais c'est aussi pour pouvoir soi-même y contribuer, apporter quelque chose, que ce soit en développant de nous-mêmes, soit en finançant des apports fonctionnels. Et donc, on a souhaité, dans ce cadre-là, à plusieurs reprises, on a eu besoin d'enrichissement fonctionnel, on a souhaité que ce soit autant que possible des évolutions qui soient faites dans le cœur de Dolibar et dans une version qui soit open source toujours. Ça, c'était clair, il fallait toujours que ce soit open source et si possible, que ce soit intégré dans le cœur pour que ça bénéficie au maximum. Il y a aussi cette question de Postgres qui nous tenait à cœur, donc c'est mieux quand il n'y a pas trop de modules. Donc en pratique, c'est souvent passé par des modules, des fois de façon temporaire, mais après le module finissait par être intégré dans le cœur. Mais on a eu des expériences, on va dire, mitigées, on a eu des bonnes et des mauvaises expériences là-dessus. Donc, je vais en parler de deux. La première expérience plutôt négative, quand on a souhaité enrichir fonctionnellement Dolibar pour en faire un outil aussi de CRM, puisqu'on avait un outil CRM open source à part de Dolibar pendant un temps. Donc, on souhaitait que Dolibar puisse gérer les affaires, les leads, pour que l'équipe commerciale puisse qualifier ses entrants et ainsi de suite. Donc, on a fait appel à un développeur indépendant à cette époque-là, en lui donnant le cahier des charges, que ce soit générique, aussi bien au terme de besoins métiers, mais aussi que ce soit intégrable dans le cœur. Et au final, ça n'a pas été accepté, donc ça, c'est une déception de notre côté. Mais inversement, plus récemment, on a financé le développement d'un module de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui, lui, a bien été intégré au cœur. Donc là, on est plutôt satisfait. Donc voilà, on sent que des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. On ne sait pas toujours bien expliquer ce qui fait que ça va marcher ou que ça ne va pas marcher. Dans tous les cas, on contribue via les modules communautaires qui en découlent. C'est-à-dire que le module à faire, il n'a jamais été intégré dans le cœur, mais c'est un module communautaire malgré tout, open source. Donc c'était le cas de Sous Total dont je ne parle pas, mais c'est le même principe.
Et puis, on a aussi contribué à des modules qui existaient déjà. Donc, quand je parle de Dolly Store, hein, c'est l'endroit où sont tous les modules communautaires. Enfin, ils ne sont pas forcément peut-être tous. En tout cas, les modules de Dolibar qui peuvent être achetés. Et en particulier, donc ceux-là que j'ai listés, AGFOD qui est le module pour la gestion de la formation et le module MailChimp, où là où vraiment on a pu enrichir fonctionnellement, contribuer à l'enrichissement fonctionnel, ça s'est bien passé. Puis on a eu 2 expériences moins heureuses. Un module hosting qu'on a essayé qu'on a installé chez nous. On s'est rendu compte qu'il y aurait besoin de corriger des bugs, voire de le changer un peu fonctionnellement. Et ça n'a jamais pris en fait avec le développeur du module. Donc finalement, on a arrêté de l'utiliser. On a choisi une autre option dont je parlerai après. Puis Dolly Import API, qui est un module qui permet de s'interfacer, via une API, d'aller lire des règlements qui sont faits sur Conto, la banque Conto, pour qu'on puisse après les importer dans Dolibar. Et là, on a voulu là aussi contribuer parce que fonctionnellement, il y aurait eu des choses qui auraient pu intéresser d'autres utilisateurs et qui n'étaient pas présentes. Et on n'a pas senti que ça allait. Enfin, voilà, on a essayé plusieurs fois en mode on veut contribuer, ça n'a pas pris. Au final, on l'a forqué et on l'a fait évoluer chez nous. Il faut conclure. OK. Voilà, donc du coup, je vais finir. Donc les conclusions, elles sont là. Donc, en auto-hébergement, on maîtrise, mais ça a ses conséquences-là. Postgres, on mutualise nos instances, mais ce n'est pas toujours bien supporté. Et la contribution, ce n'est pas toujours si facile. Oui. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai une question que je n'ai pas très bien compris. Quand vous avez dit la problématique d'auto-hébergement, c'est-à-dire la restriction d'accès pour les services de maintenance. Donc, si vous étiez en mode SaaS, ils auraient quand même accès à toutes les données. Du coup, la problématique, elle serait là, mais sans solution, en fait. C'est pour ça qu'on ne va pas faire partir sur du SaaS, nous. C'est que nous, on veut la maîtrise sur nos données. Et donc, nous, on fait ce choix de l'auto-hébergement pour avoir la maîtrise sur nos données. Mais la conséquence de ça, c'est qu'il faut, pour pouvoir donner accès à notre infra aux prestataires, il faut les anonymiser et donc c'est de la charge en plus. Ok, très bien. Du coup, je voulais juste savoir ça en fait. Il n'y a pas de solution magique. Il n'y a pas de solution magique. Ok, merci. Sinon, on l'aurait choisi, je pense, mais non, effectivement. D'autres questions? Bon, on remercie l'intervenant. Merci.